Mesdames et messieurs, dernière vidéo de la série spéciale Masia de la semaine. Et comme d'habitude, maintenant c'est bon, vous commencez à le connaître par cœur. Espacio Masia m'accompagne. Comment vas-tu pour cette dernière vidéo de la série? Salut Dave, ça va très bien, merci beaucoup, merci encore pour l'invitation. Bah ouais, bah toujours, hein, toujours présent bien évidemment. Un grand merci à toi. Et je vous le dis, hein, je vous le dis encore, je sais que je vous saoule avec ça. Vous vous abonnez bien évidemment à Espacio Masia. Vous n'hésitez pas si ça vous intéresse tout ce qui se passe autour de la Masia. C'est le crack, c'est le meilleur dans son domaine tout simplement. Donc vous allez vous Merci. abonner. Vous allez vous abonner. La première vidéo était sur le Barça B, le Barça athlétique. La deuxième sur le Barça juvénile. Et la vidéo un tout petit peu plus spéciale. On sait que c'est important d'aborder les jeunes, etc. au FC Barcelone. On sait que ça commence très jeune des fois. Et justement, là, on va aborder trois petits cracks du Barça, donc dans des catégories bien évidemment différentes les uns les autres, mais ils ont tous le même poste. Donc voilà, là sur cette vidéo, on se focalise milieu de terrain. Je vous en dis pas plus. Peut-être qu'un jour, on se focalisera sur un autre poste. Mais là, c'est juste milieu de terrain, crack milieu de terrain. Barça, toute génération, génération jeune. Donc bien évidemment, on n'est pas là en train de vous dire que ces mecs-là, ils vont forcément finir pro au top niveau. Il y a des questions d'athlétisme, des questions de professionnalisme, des questions de gérer bien la pression qui font que on sait qu'il y a des petits, des fois, qui sont pas arrivés au très haut niveau. Donc on n'est pas là en train de vous dire c'est sûr à 1 milliard de pourcents que ça se fasse. Juste à l'heure actuelle, ils ont un certain niveau, voire même pour certains un niveau où ils surpassent certaines catégories, comme va vous présenter Spacio Masia. Donc voilà, juste on profite, on aborde des petits gars qui sont des petits cas pardon qui sont en ce moment en train de faire parler d'eux. Donc voilà, est-ce que t'es chaud toi de ton côté Spatio? Ouais, ouais, bien sûr, avec plaisir, on est parti. Et ben voilà, on est parti et on va commencer. Bah, vous inquiétez pas, on va aborder le meilleur pour la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin. Vous commencez, pour certains d'entre vous, à connaître le nom. Il revient très souvent de David Moreno. C'est le dernier joueur qu'on va aborder. Mais en attendant, on s'attaque à Alder Jiménez. Est-ce que tu peux nous parler de ce petit crack? Voilà, donc c'est un joueur, Alder Jiménez, c'est un U10. En tout cas, cette saison 2024-2025, il a joué en U10A, Ok, donc c'est un 2015. C'est un joueur qui vient de Castelldefels, qui a été notamment repéré par le coach actuel des U8B du Barça. Donc il a aidé à ce qu'ils viennent justement au Barça. Et donc ce joueur, c'est un joueur extrêmement technique, qui a un très grand toucher de balle, c'est-à-dire que sa première touche est quasi parfaite. Lorsqu'il reçoit, il sait extrêmement bien comment orienter le ballon. ok, Il a des petits appuis, une fréquence de pas excellente. Il peut s'orienter un petit peu comme il veut. Il est plutôt bon des deux pieds, donc sa qualité de contrôle est très bonne. Sa fréquence d'appui et son bon toucher de balle lui permet aussi de bien dribbler, notamment avec ce football 7. Vous savez, au football 7, c'est un terrain plus petit. ok. Et donc, souvent, les joueurs, bon, déjà, ils touchent plus le ballon, mais peuvent aussi plus facilement s'infiltrer entre plusieurs joueurs. Et lui, justement, par sa conduite de balle, il peut facilement faire des feintes, feintes de corps, etc. Et puis faire à la fois le jeu parce qu'il est très créatif, Ok. mais il peut aussi apporter le danger à l'avant par la dernière passe ou pour tirer. Et justement, par rapport à cette supériorité qu'il a, est-ce que à son âge et justement le fait de jouer à 7, etc., il est totalement omniprésent sur le terrain et il va marquer plein de buts pour son équipe ou quand même il marque pas tous les buts et il se charge pas de garder la balle ou est-ce qu'il est encore collectif et il fait plaisir aux autres quoi. Alors bon, souvent au football à 7, celui qui marque le plus de buts, ça reste quand même le numéro 9, Ok, sauf rares exceptions, mais les milieux de terrain marquent quand même énormément. Je peux prendre l'exemple peut-être de Michel Zouk, qui maintenant est en KDTA, qui jouera en juvénile l'an prochain, ok, qui marque très peu maintenant qu'il est en football 11, alors qu'il marquait énormément en football 7. ok. Parce que justement, les milieux de terrain, c'est très rapidement du rond central à la surface adverse. Et donc, si tu as quelques qualités de dribble, de conduite et que tu as plutôt une bonne frappe, souvent tu vas marquer beaucoup de buts. Ok. Voilà, donc lui, il déroge pas à la règle et comme il a vraiment, disons, une aptitude très offensive, il va quand même marquer beaucoup. Ok. Alors il a une frappe correcte, disons avec souvent une frappe assez liftée où il vise très bien. Il manque un petit peu de puissance, donc parfois pour les tirs lointains, il va avoir un petit peu plus de mal pour l'instant. Ok. C'est aussi ce qui va le freiner parfois lors des contre-attaques ou des attaques rapides, ou parfois lors de sa conduite, il a besoin de revenir un petit peu en arrière pour soit redribbler le joueur parce qu'il est vraiment très fort, ou revenir un petit peu en arrière, s'associer. Donc voilà, il est très fort dans les tout premiers mètres, mais ensuite pour garder sa vitesse, c'est pas encore le meilleur. Ouais. Il a quand même une bonne force en haut du corps pour pouvoir gagner ses duels, etc.
Mais pour répondre un petit peu à ta question aussi par rapport au jeu collectif, c'est pas parce qu'il marque beaucoup qu'il va pas être collectif. Ok. Il fait énormément de passes décisives, il n'hésite pas à décaler sur le côté quand il y a besoin. Voilà. Donc en général, de toute façon, les coachs au Barça, ils aiment pas trop que les joueurs ils aillent forcément Tout droit. tout marquer tout seul. Ouais. Sauf si c'est vraiment des cracks intergalactiques et qu'ils y arrivent à chaque fois. Mais dans tous les cas, le jeu collectif est quand même valorisé. Et même si tu marques à chaque fois, il faut quand même faire jouer tes partenaires. Ok, et par exemple, quand tu joues à 7, comment ça se passe sur le terrain? Tu joues en 3-2-5 avec un gardien ou tu as 3 défenseurs, 2 défenseurs? Tu joues comment à peu près de base? Voilà, alors, ça dépend des tactiques. Okay. Mais en général, à la Masia, c'est un 3-2-1. On compte pas le gardien. Hein. Donc sinon, ça ferait un 3-2-1. Ouais. Mais bon, t'as les 3 défenseurs, t'as 2 milieux de terrain et un attaquant. Mais ce qui est intéressant à savoir, bon, peut-être que on mettra une photo au montage, mais disons que par exemple, tu as un défenseur central qui s'occupe vraiment de la relance. Tu as les 2 latéraux, c'est des joueurs de côté, qui au cours des attaques se transforment en ailier. Tout simplement, ils montent. Et donc, ils vont ensuite apporter le danger à l'avant. C'est des gros pistons, quoi. ils font voilà, c'est des sortes de pistons, en fait, tout simplement. Lamine Yamal, il a beaucoup joué en piston quand il était jeune. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il a joué latéral. Mais c'est pas tant qu'il a joué latéral. Il a joué sur le côté. Et il était quand même très offensif. Voilà. Et ensuite, pour les 2 milieux de terrain, c'est important justement sur Football 7 parce que c'est les bases justement du Barça, du jeu du Barça ensuite, avec le milieu de terrain défensif qui va être le pivot ensuite dans le jeu à 11 et le milieu offensif qui va être l'un des 2 relayeurs. Voilà. Bon, après, il faut savoir qu'à cet âge-là, les joueurs vont changer pas mal de postes parce qu'ils se forment. Donc, le coach il va progressivement déterminer là où il s'exprime le mieux. Des fois, il change aussi de poste pour pouvoir progresser dans certains domaines. Mais la plupart du temps, voilà, c'est 3-2-1. Parfois, si le coach veut jouer un peu plus défensif, il va refaire venir un défenseur. Ça va être du 4-1-1, par exemple. Donc, avec les 2 latéraux qui montent quand même. Au lieu que le pivot reste plus au milieu, il va plus défendre. Donc voilà, ce sera plus un 4-1-1. Après, il peut y avoir autant de variantes qu'on veut. Mais au Barça, pour s'adapter justement au jeu qu'il y aura ensuite en équipe première, souvent c'est du 3-2-1 avec toutes les caractéristiques déjà du jeu de position. Ok, d'accord. Et au niveau un petit peu pour revenir un petit peu sur Alder Jiménez, est-ce que déjà à cet âge-là, il y a des joueurs qui ont des gestes signature entre guillemets, qui répètent tout le temps et ça fonctionne pour se mettre à l'aise ou pas? Oui, bon, Alder Jiménez par exemple, il est excellent dans les doubles contacts. Comme je le disais avant, il utilise très bien ses 2 pieds. Et il a un excellent, il a une excellente coordination jambe-tronc. Il utilise bien tout son corps pour pouvoir guider le ballon, s'orienter face au jeu. Et justement, il est très à l'aise pour pouvoir changer de direction, faire des doubles contacts, utiliser la semelle, etc. Il peut aussi marquer un petit peu dans toutes les positions. Peut-être qu'on pourrait mettre à l'écran un but où il marque avec un tir derrière la jambe d'appui. Disons que son jet de signature pour l'instant c'est quand même un peu le double contact. Et après ça dépend vraiment des joueurs. D'autres joueurs ça va être les contrôles orientés, ça va être le contrôle de la semelle. Il n'y a pas vraiment un geste type selon chaque joueur, geste signature. Et par contre il y a certains fondamentaux qui sont appris à tous les joueurs, notamment au milieu de terrain, l'orientation dans l'espace, l'orientation du corps au moment de recevoir le ballon, la prise d'information, etc. Il y a certains fondamentaux. Ok, bah écoute, très très bien. Est-ce que tu as une dernière chose à dire toi de ton côté pour Jiménez avant qu'on passe au second joueur? Bon, Jiménez, c'est quand même, disons que pour moi, c'est dans le top, dans le football 7, c'est dans le top 5 des joueurs les plus à suivre. Donc c'est quand même un joueur très intéressant. Voilà, comme tu l'as dit au début, il faut mettre toutes les précautions. Il y a les blessures, il y a le mental, il y a la pression, il y a l'évolution physique qui peut jouer. On ne sait pas comment il va se développer physiquement, etc. Mais en termes de technique, de vision de jeu, de créativité, de toucher de balle, c'est vraiment du très très haut niveau, donc à suivre de très près. Ok, bah écoute, on suivra ça bien évidemment, son évolution, et sans transition, on peut passer au numéro 2. On augmente d'une catégorie, voire de 2 catégories pour parler de Mario Franco. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce cher Mario? Bon, Mario Franco, lui, je le suis depuis vraiment 2-3 ans déjà. Bon, pour moi, c'est un petit peu comme un petit Mozart au milieu de terrain, c'est-à-dire que il va vraiment guider le jeu d'une façon très souple, très fluide. Lui, il est vraiment excellent, vraiment pour l'orientation du corps, pour pouvoir lorsqu'il reçoit le ballon, c'est vraiment très fluide. Tout de suite, dès son premier contrôle, il se met dans le sens du jeu ou en direction de l'espace libre. Il réagit très bien face à la pression, donc il peut très bien sortir d'un pressing.
il aurait aussi les qualités éventuellement pour jouer pivot. Mais c'est quand même vraiment un relayeur. Il aime beaucoup apporter le danger devant. Ok. Voilà, il y a certaines choses à savoir et il manque un petit peu de force dans les jambes et donc il n'a pas une grande vitesse. Voilà, il a assez de vivacité donc qui lui permet quand même de faire souvent la différence sur ses premiers appuis. Mais le fait que pour l'instant qu'il manque un peu de vitesse, c'est ce qui peut faire peut-être un petit peu douter pour le futur. Mais en termes de qualité balle au pied, lorsqu'il a le ballon, c'est le meilleur joueur. Sans ballon, il doit encore progresser. Ok. Alors bon, il a quand même fait beaucoup de progrès sur le plan défensif dernièrement, où il met plus d'impact dans les duels. Disons justement, il a une grande vivacité, une grande habileté, ce qui lui permet de pouvoir récupérer rapidement des ballons. Je prends un exemple. Imaginons qu'il y a un ballon qui traîne, il va rapidement être le premier sur le ballon parce qu'il a une très grande réactivité et donc ce qui va lui permettre d'avoir le pied sur le ballon. Mais ensuite, une fois qu'il a fait une première différence, souvent il va avoir besoin de peut-être retourner sur lui-même ou de se servir de ses coéquipiers, un petit peu comme Alder Jiménez, mais disons que pour faire un petit peu le distinguo, Mario Franco, il a encore un petit peu moins de vitesse et de puissance, surtout aussi en haut du corps, ce qui fait qu'il va avoir besoin encore plus de ses coéquipiers ou d'une vision de jeu encore plus grande pour pouvoir s'en sortir. Okay. Qu'il a, donc ça tombe bien, mais il faut encore mettre des pincettes pour voir s'il va réussir ou pas. C'est quand même un énorme talent, donc à suivre aussi. Ok, et justement, à cet âge-là, est-ce que déjà il y a des grands gaps de physique entre les joueurs, même s'ils sont à peu près dans la même catégorie? Et est-ce que le gap physique, il impacte réellement le niveau à cet âge-là déjà? Ah oui, bon, déjà énormément. Déjà entre les équipes, disons souvent le Barça, par exemple, les équipes qui affrontent souvent, la grande différence que moi je vois, c'est en termes de dynamisme, de réactivité, de vivacité. Souvent les autres équipes sont un petit peu inférieures à ce niveau-là. Okay. Et aussi en termes bien sûr de prise d'information, adaptation par rapport aux situations de jeu. Ouais. Mais au sein aussi de la même équipe, tu peux voir une grosse différence. Okay. Il y a certains joueurs qui à 12-13 ans vont commencer à avoir le début de la puberté, etc. D'autres joueurs qui vont être plus en retard. Donc il y a une grosse différence qui va se voir forcément dans les duels. Et c'est vraiment que les années après où on peut voir vraiment si certains joueurs qui avaient plus de retard vont réussir à le rattraper ou pas. Okay. Je prends un exemple, peut-être David Saez, par exemple, certains l'ont connu, c'est un très bon joueur en football à 7. Il a eu plus de mal à s'adapter au football à 11 avec le Barça. Et il a finalement pas pu rester au Barça, il a dû passer par la Dame. Maintenant, il a signé à Girona. Mais c'est vraiment, le physique, c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte. Ok. Et au niveau, tout à l'heure, on parlait un petit peu pour Jiménez qui jouait dans un football entre guillemets à 7. Là, en U12, on joue comment sur le terrain? Alors justement, il y a eu une nouveauté cette année au Barça. D'habitude, les U12 jouaient au football à 7 encore. Ok. Disons, bon, voilà. Mais là, il y a eu cette nouveauté-là. Et justement, le Barça, c'est un peu paradoxal, il voulait pas qu'ils mettaient trop de scores, disons, à leurs adversaires. Donc, ils ont fait monter d'une catégorie. Okay. Donc, en fait, toute l'année, ils ont joué contre des U13. Mais c'était des U13 d'une catégorie assez inférieure, donc ils ont quand même mis des 15-0, 20-0 toute l'année. Donc c'était pas idéal pour leur développement. Ouais. Voilà, mais en tout cas pour le terrain, par exemple, car si Jiménez c'était juste un milieu offensif, là on peut dire par exemple que pour Mario Franco, il était clairement un relayeur. Voilà, un des deux relayeurs au milieu de terrain tout simplement. Et ok, d'accord. Et donc au niveau des dispositifs sur le terrain, on passe à combien par équipe? 4-3-3. 4-3-3. Bah, ah ok, on passe à voilà. 11, ok. Oui, c'est directement de 7 à 11 en okay. fait. Je sais qu'il y a d'autres pays, ils font de façon un peu plus progressive, 8 joueurs, etc. Ensuite ça monte, mais non, là ça passe vraiment de petit terrain à 7, ensuite grand terrain à 11, okay. avec les positions classiques de ce qu'on connaît en équipe première tout simplement. Ok, d'accord. Donc tu disais un peu pour faire un comparatif entre Jiménez et Franco, tu dirais que c'est quoi un petit peu les grosses différences, si on peut déjà les déceler? Bon, oui voilà, les différences c'est au niveau physique où Mario Franco, disons, a un petit peu plus de retard à ce niveau-là, notamment en termes de puissance et de force dans les jambes. Ouais. Mais il compense par une virtuosité, disons, peut-être encore un petit cran au-dessus. Disons, okay. Voilà, si je l'appelle le petit Mozart, c'est pour ça. Alors, Jiménez est aussi excellent et il a peut-être aussi des choses un petit peu plus dans le dernier tiers. Mais Mario Franco, tout ce qui est dans la conservation avec le ballon, c'est très très difficile de lui prendre le ballon. Pour moi, c'est top 1 ou top 2 dans toute la Masia en termes de
de qualité de conduite dans les petits espaces. Ouais, ça se joue avec Pedri, quoi. On est à peu près sur ce niveau. Voilà, bon, Pedri qui n'est pas à la Masia, mais voilà. Ouais. Ok, bah écoute, très bien. Est-ce qu'on peut passer au numéro 1 pour toi? Est-ce que tu Bien es sûr, prêt? oui, bien sûr. Est-ce que tu es prêt à aborder ton petit chouchou, celui dont tu m'avais Ouais. déjà parlé il y a quelques mois justement quand on était à la Masia, le fameux David Moreno que vous connaissez peut-être parce que son nom il commence de plus en plus à ressortir. Il a été vu déjà avec des certaines stars du football. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce crack justement comme son nom l'indique? Voilà, bon, lui, c'est un 2012, il est né à Benifao, c'est un joueur qui est arrivé en provenance de Levante il y a 2 ans. Ok, Donc voilà, les recruteurs du Barça, il était déjà très suivi là-bas, il était déjà remarqué par les marques, etc. Donc c'était déjà un petit surdoué avant d'arriver. ok, Il a encore passé des steps, surtout cette année au Barça. Disons que voilà, pour te résumer un petit peu, lorsqu'il est arrivé, il a commencé en football à 7 l'an dernier. Il était en Alevin A et donc il jouait déjà très bien. Il alternait un petit peu entre le poste de milieu offensif et le poste justement sur le côté. Lorsqu'il était surtout à droite, il aimait bien rentrer sur son pied gauche parce que voilà, il est gaucher, il rentre sur son pied gauche pour tirer. Et puis depuis cette année qu'il joue en football à 11, il est surtout relayeur, ok. d'ailleurs quasiment exclusivement relayeur. Et il a passé encore un cran. Il a été notamment meilleur joueur d'un grand tournoi qui s'appelle la Liga FC Futur, qui était joué au milieu de l'année. Et ces derniers mois, c'était encore plus impressionnant. On le voyait de plus en plus faire de grandes chevauchées balle au pied. Voilà, bon, qui faisait rappeler un petit peu Messi par certaines caractéristiques, toute proportion gardée. Bien sûr. Il y a qu'un seul Messi, ça veut dire qu'il va être un Messi, qui va être comme Messi. Mais il est vraiment très très impressionnant. Voilà, lui, il combine à la fois le toucher de balle qui est excellent, Ouais, mais il a aussi une vitesse, disons, supérieure peut-être aux joueurs dont j'ai parlé avant, ok. et une vivacité qui lui permet voilà de faire la différence. Disons qu'il a une capacité à faire la différence à la fois tout seul, mais aussi à servir ses coéquipiers avec son pied gauche. Donc, il pourrait très bien jouer ailier, mais il joue au milieu de terrain parce qu'il sait aussi extrêmement bien organiser le jeu. Il a une grande vision de jeu, ce qui lui permet d'avoir une grande facilité. C'est-à-dire que avant de recevoir le ballon, déjà, il prend très très bien l'information, ce qui fait qu'ensuite, lorsqu'il reçoit le ballon, il joue en toute décontraction. C'est peut-être le joueur de la Masia qui ressemble le plus à Pedri dans cet aspect-là. Ok. Tu sens que quand il a le ballon, on est tranquille. Xavi disait que quand Pedri avait le ballon, son pouls était bas. Avec David Moreno, c'est un petit peu la même chose. Tu sais que quand il a le ballon, voilà, on est tranquille, le ballon va rarement être perdu et surtout il va rapidement se passer quelque chose. Ok. Voilà, c'est vraiment si on peut prendre un exemple, bon, il est avec Nike et par exemple, on l'a vu en photo avec Ronaldinho, il a fait des futsal avec des légendes du Barça, etc. Ouais. Donc c'est actuellement, il est considéré par les suiveurs et par le club, en tout cas par certaines sources, le plus grand talent de la Masia à l'heure actuelle. Voilà. Ok, ok. Et donc son positionnement maintenant définitif sur cette fin de saison, c'était donc relayeur. Relayeur. Bah, en fait, toute la saison, il a joué le relayeur. Hein. Ok, C'est juste toute que, la saison, il a comme je joué te disais, relayeur. c'est plus l'an dernier, Ok, où de temps en temps, il échangeait entre le poste sur le côté droit et le poste de relayeur. Mais là, il est vraiment relayeur. et les Ça relayeurs veut dire qu'il va finir il est un peu plus à droite en tant que relayeur à droite, ou... plutôt à Ouais. droite. Ouais. Ok, donc pour rentrer Plutôt un peu relayeur plus. droit, Ok, voilà, exactement, comme il est gaucher. Bon, il peut aussi jouer à gauche, mais comme il est c'est un petit peu plus, un petit peu plus comme un Pedri, lui, qui est un peu ouais, plus à l'aise à gauche. tout à fait. Là, Ouais. s'il est relayeur, bah, pour, pour Moreno, c'est à droite. Ok, ok. Et c'est aussi un joueur qui va pouvoir se projeter balle au pied dans la surface adverse, où il va plus rester en retrait et rester en registra et distribuer. Où il fait les deux. Non, voilà, lui, il va plus se projeter. Disons qu'il va vraiment essayer de faire la différence. Justement, il aime beaucoup marquer. C'est pas vraiment un joueur, justement, comme Pedri qui va distiller le jeu, etc., qui va hésiter à frapper. Non. David Moreno, il aime faire la différence. Lorsqu'il est face au défenseur, soit il va essayer de glisser entre deux joueurs avec une petite passe millimétrée, ou s'il a l'occasion de tirer, il va tirer d'une frappe enroulée ou un rat de terre, etc. Donc là, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Il aime prendre ses responsabilités et faire la différence. Et donc à l'avenir, c'est sûr que la voie est tracée entre guillemets pour qu'il reste relayeur, pardon, et c'est fini, il ira plus téléporter à droite quoi en gros, ou c'est possible que ça revienne un peu en arrière. Moi, je pense que ça dépend un petit peu de son développement physique aussi, Oui, ouais, à ok. voir comment il se développe physiquement, parce que si par exemple il devenait extrêmement rapide, peut-être que certains entraîneurs seraient tentés de le mettre en ailier pour faire les différences, Ok. parce que bien que disons que le but principal de la Masia, bon, c'est le développement des joueurs, mais certains entraîneurs, ils ont aussi un objectif quand même aussi de résultat pour se maintenir, etc. Donc
C'est possible aussi qu'il devienne ailier, et ailier droit notamment. Ok. Mais à mon avis, quand même, ce qui est plus probable, c'est qu'il reste milieu relayeur et que dans quelques années, peut-être là, il a 13 ans, donc dans 2-3 ans, ça dépend après de son évolution, mais dans 2-3 ans, peut-être en équipe première, si tout se passe bien. Ouais, ok, d'accord. Parce que là, justement, toi, tu me disais, là, l'année prochaine, il augmente de 2 catégories par rapport à son âge, c'est ça? Voilà, tu fais bien d'en parler justement. Le Barça, justement, ils veulent pas qu'il se repose sur ses lauriers et justement pour qu'il continue de progresser, qu'il se sente stimulé. Et il va passer directement des U13 aux U15. Donc Ok, il va ouais. jouer avec des joueurs qui ont un an de plus que lui. Ouais. Déjà c'est pas le plus grand, disons, il est un petit peu fluet, mais il est très tonique. Donc là, il devra encore redoubler d'ingéniosité, de créativité pour trouver des solutions, un peu comme Lamine Yamal à l'époque. Ouais, c'est un peu ça la stratégie pour, entre guillemets, ceux qui sont en surdéveloppement, c'est de ne pas les laisser dans leur catégorie et de leur faire franchir des bonnes catégories pour que, voilà, ils se challengent eux-mêmes, quoi. C'est ça, exactement. Pour qu'il continue de progresser, tout simplement. Là, c'est un peu comme disons, si un joueur, bon, il a fini le jeu avec cette catégorie, là, bah, tu lui montes d'un cran pour qu'il trouve encore d'autres stratégies. Bah, peut-être donc dans ce cas-là, on restera ouais, sur un Moreno qui restera peut-être milieu de terrain, parce que peut-être que justement par rapport au physique qu'il va rencontrer l'année prochaine, en tant qu'ailier, la vivacité, peut-être qu'il l'aura peut-être pas par rapport à ces joueurs-là, donc il restera sur un rôle un peu plus de relayeur, quoi. Alors la vivacité, il l'aura sans doute, mais en ailier, il faut aussi avoir la puissance et la vitesse, arriver à garder sa vitesse maximale et faire la différence. Si tu ne joues que sur la petite vivacité, tu vas avoir plus de mal ou tu vas devoir beaucoup revenir en retrait, surtout avec le jeu du Barça où il y a beaucoup de possession, etc. Mais oui, il y a la plus grande chose, c'est qu'il reste au milieu de terrain. Et donc, un petit peu pour conclure le tour un petit peu de ces jeunes-ci, pour tout ce qui est un peu les catégories jeunes du Barça, je t'avais posé la question quand on s'était vu à la Masia, mais je te la pose là. Est-ce qu'il y a vraiment une surdomination du Barça dans toutes les catégories ou c'est pas tout le temps le cas et ça diffère? Il y a d'autres clubs qui sont très bons aussi en formation dans la région, etc. Ou c'est le Barça qui truste tout? Bon, c'est une très bonne question. Moi, je dirais quand même qu'il y a une surdomination du Barça. Disons que 8 fois sur 10, c'est quand même le Barça qui gagne le championnat. Okay. Mais il y a certaines années qui sont un peu plus compliquées. Par exemple, là, justement, les U13, ils ont eu justement la génération de David Moreno. Malgré ses bonnes performances, ils n'ont pas connu une grande performance sur le point de vue collectif. Et si je me trompe pas, ils n'ont pas gagné leur championnat. Voilà. Il y a certaines équipes locales qui ont aussi d'excellents centres de formation. Je pense par exemple à l'UO Cornellà, qui est très bon. Il y a aussi la Dame qui est très intéressante. Parfois, il y a Girona. Donc voilà, c'est les trois, disons, les trois centres de formation qui sont les plus intéressants et qui sont les plus durs pour le Barça. Et normalement, c'est quand même le Barça qui est champion. Qui truste tout. Ok, bah écoute, très bien Espacio. Là-dessus, je pense qu'on va pouvoir conclure notre série de 3 vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les 2 premières vidéos si vous avez apprécié celle-ci et que vous ne l'avez pas déjà vue, même si ce n'est pas bien évidemment. N'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner à Espacio Mafia. Un énorme merci à toi pour avoir pris le temps d'expliquer tout ça. Voilà, je ne vais pas encore plus t'essorer que ça. On aurait pu faire 10 épisodes parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur cette mafia. Mais déjà 3, c'est énorme. Un énorme merci à toi de m'avoir fait ce plaisir-ci parce que c'est du temps que tu consacres à notre chaîne, à ma chaîne. Donc voilà, un grand merci. N'hésitez pas à le remercier aussi en commentaire parce qu'il fait vraiment un super boulot et à le suivre une nouvelle fois parce que si vous voulez suivre exactement ce qui se passe au quotidien, c'est Espacio Mafia qu'il faut aller voir. C'est pas moi du tout. Voilà, comme vous l'avez vu, j'écoute ce que le grand Espacio me dit et j'en apprends comme vous. Voilà, parce que j'ai pas trop de données là-dessus. Donc un grand merci à toi. Pas. si, franchement, surtout les jeunes, moi j'ai pas de connaissances. Donc c'est pour ça que je t'invite, c'est justement pour essayer d'avoir le plus d'infos par rapport à ça. Donc vraiment, un énorme merci à toi parce que tu n'es pas obligé de le faire et tu le fais avec une énorme gentillesse et ça se passe toujours bien. Donc un grand merci pour toi et bravo pour ton savoir et ton travail. Donc voilà, là-dessus, mesdames et messieurs, on va vous souhaiter une très bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À tout bientôt. Ciao. Ciao.